Vous êtes-vous déjà retrouvé devant un de ces tableaux au musée dont la signification vous paraît si abstraite que vous remettez en question le talent de l'artiste? Si vous me dites que ça ne vous est jamais arrivé, je ne vous croirai pas. Devant ce genre de tableau, on reste perplexe et on se pose la question de savoir ce qu'est un artiste. Alors selon la définition de l'internaute.fr, il s'agit d'une personne qui produit des œuvres suscitant une émotion ou un sentiment et invitant à la réflexion. Cette personne exerce un savoir-faire, un art ou une technique appartenant aux beaux-arts. Ce type de définition me rappelle mes 12 heures passées en cours de philo en terminale. Parce que si l'on analyse bien la définition, l'artiste est avant tout un producteur, quelqu'un qui fabrique de ses mains, un artisan donc. Le potier peut donc être tout autant artiste que le peintre ou le sculpteur. Et comment? À quel moment cet artisan cantonné à son atelier dans les villes est devenu un artiste reconnu, réputé dans les plus grandes cours européennes pour aujourd'hui nous émouvoir de son talent? Tout est dans le titre de la vidéo, bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. À la fin du XIIIe siècle, on observe que les arts et les artistes occupent une place très limitée dans les cours françaises et italiennes. Je vous rassure, je ne parle pas ici de cours de récréation, mais bien de l'entourage des souverains, au cas où vous aviez un petit doute. Ces souverains sollicitent d'ailleurs surtout les architectes, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler du mécénat, car il faut qu'il y ait un système de production artistique stable et durable qui soit mis en place. Le mécénat, pour rappel et pour faire simple, c'est le fait d'aider une personne ou une entreprise et peut-être par la suite de promouvoir des arts et des lettres par des commandes ou des aides financières privées. Ce n'est qu'au tournant du XIIIe et du XIVe siècle que l'on passe de la consommation artistique ponctuelle à un système organisé de commandes et de production. Pour mettre en place ce système, les princes attirent les artistes dans leurs cours et les installent confortablement, enfin si l'on veut. L'artisan de la ville devient un véritable artiste de cour, mais ce statut ne naît pas sans une certaine tension. À l'origine, c'est l'artiste qui cherche à s'intégrer au système curial, car c'est ce qui lui permet de gagner un statut. La cour devient certes une sécurité financière, mais l'artiste doit suivre les volontés du commanditaire. Au revoir la liberté artistique. L'artiste n'est donc plus seulement artiste, mais il devient courtisan, qui plus est un courtisan salarié, donc un fonctionnaire si l'on veut. Forcément, ce n'est pas sans contrainte. Un prince doit organiser le travail artistique au sein de sa cour pour pouvoir convenablement l'intégrer. C'est ainsi que dès le XIIIe siècle, on trouve le titre de peintre du roi, par exemple en Angleterre. Il y a donc bien un office, c'est-à-dire une charge exercée pour le prince. Cette pratique se développe ensuite dans l'espace franco-italien. On trouve par exemple dans les contes du roi Philippe le Bel le nom d'un certain Filippo Rosuti, qui porte le titre de Pictor Regis de 1304 à 1322. C'est donc bien un office qui existe, mais encore ponctuellement, car il n'est pas en permanence occupé. À Naples, Robert Ier d'Anjou, roi de Naples et comte de Provence, cherche lui aussi à rassembler un grand nombre d'artistes comme Pietro Cavallini et Simone Martini. Simone Martini, c'est celui qui a peint le retable de Saint-Louis de Toulouse représentant Robert Ier d'Anjou couronné par Louis IX. À cette cour de Naples, on retrouve aussi Giotto à partir de 1330. Il porte le titre de familier du roi. En 1332, il porte même deux titres, Proto-Pictor, peintre de cour, et Proto-Magister Operis, maître d'œuvre. Ça en jette quand même. Pas étonnant qu'on lui confie une équipe de peintres au service du roi. Cela étant dit, c'est une pratique tout à fait nouvelle. L'organisation traditionnellement urbaine se déplace vers la cour. À Avignon, le rôle des papes est à souligner. Effectivement, ceux-ci se sédentarisent et mettent en place un véritable mécénat pontifical. En 1327, on voit apparaître un Pierre Dupuy qui porte le titre de peintre du pape. Sous le règne de Clément VI, on voit arriver à la cour Matteo Giovannetti qui prend lui aussi le titre de peintre du pape de 1346 à 1369. Lui aussi se voit confier une équipe toute dévouée. Mais il a aussi des tâches administratives puisque c'est lui qui recrute les peintres, qui s'assure du versement des salaires, qui fait les comptes et qui vérifie l'approvisionnement du matériel. C'est évidemment lui qui fait aussi les esquisses et les dessins préparatoires en lien avec le pape avant de les faire exécuter par son équipe. On a là un modèle général d'organisation de la production artistique dans les cours durant le XIVe et le XVe siècle.
D'ailleurs, en ce XVe siècle, les princes vont adapter légèrement ce modèle pour qu'il ne soit plus destiné qu'aux seuls rois et papes. Les équipes sont plus réduites, mais ces princes ne manquent pas de faire venir de très grands peintres. C'est comme ça que dans les années 1420-1430, on voit débarquer à Rome des hommes comme Gentile da Fabriano, Pisanello puis Fra Angelico et Botticelli. Sur le même principe, les Gonzague à Mantoue font venir Mantegna de 1460 à 1506 pour gérer la décoration du nouveau palais. Mais il n'y a pas que des peintres, puisque tout cela existe pour les autres activités artisanales. Prenons l'exemple des humanistes qui s'intègrent à la cour par des offices princiers, comme c'est le cas pour Jean Caux, bibliothécaire du pape Clément VI. Il sert de lien entre le pape et les artistes, puisque c'est lui qui commande à Pétrarque un ouvrage sur Cicéron en 1350. Mais finalement, c'est bien l'intégration des musiciens à la cour qui a une conséquence importante sur les autres domaines. Au XIIIe siècle, il n'y a pas d'organisation spécifique pour la musique. Alors oui, on faisait bien venir à la cour quelques trouvères ou troubadours de temps en temps, et puis il y avait les clercs et la musique liturgique. Mais bon, rien de bien folichon, en tout cas rien de bien organisé. Au XIVe siècle, on voit déjà une première tendance se dessiner avec la disparition de la distinction entre la musique liturgique et la musique profane, et l'apparition de l'ars nova. Il faut donc des professionnels pour s'occuper de cette nouvelle pratique. C'est comme ça que naît la chapelle, exclusivement dédiée à cette forme musicale. En 1336, c'est l'apparition de la fonction de maître de chapelle dont Pierre Saintier en est le premier détenteur. Les architectes suivent aussi le mouvement, et en particulier à la cour d'Avignon, avec la mise en avant des travaux du maître d'œuvre Jean Delouvre. Si certains artistes s'accommodent de leur nouveau rôle, certains artistes refusent d'assurer la dimension administrative. Ils essayent de sauvegarder leur dimension artistique malgré tout. C'est donc une véritable institutionnalisation des arts à la cour à laquelle on assiste au tournant des XIVe et XVe siècles. Forcément, une telle organisation, ça attire. Et quand on est artiste, on aurait tort de se priver des richesses données par la cour. D'ailleurs, dans le budget global d'une cour, les dépenses artistiques restent souvent marginales, même si la tendance va à une augmentation de cette part. L'économie du luxe, comme les vêtements ou la cuisine, prend évidemment une place plus importante. Pour vous faire une idée, à la cour des papes, au milieu du XIVe siècle, le vêtement représente 10% des dépenses annuelles, alors que la musique ou la peinture n'en représentent que 1 à 2%. La décoration d'une chapelle revient à environ 100 à 200 livres et est un travail qui s'inscrit sur plusieurs mois. Les tableaux et les manuscrits ne correspondent qu'à quelques dizaines de livres. Ce sont surtout les architectes qui remportent le gros lot dans les cours. Effectivement, les chantiers avancent au rythme des capacités de financement, et quand on est prince, on doit être capable de financer plusieurs milliers de livres par an sur plusieurs années. Toutes les demeures que Louis XI a fait construire, la rénovation du Louvre par Charles V, les constructions des ducs de Milan sont des chantiers très coûteux. Tenez par exemple à Milan, en 1438, Filippo Maria Visconti consacre 500 000 livres, soit 10% du budget aux chantiers princiers. Les princes doivent également réfléchir à un nouveau modèle de financement artistique en ce XIVe siècle. Auparavant, on fonctionnait sur le principe de la commande. Les princes se placent désormais dans la longue durée en mettant en place des institutions artistiques pour que la production se pérennise. L'artiste est devenu un officier et il faut donc le rémunérer. Il y a une certaine autonomie budgétaire qu'on voit apparaître à la cour des papes. Lorsque les équipes de peintres se fixent à la cour dans les années 1320, lors de la construction du palais de Pont de Sorgue, un maître d'œuvre gère la rémunération des peintres. Puis dans les années 1340, notre fameux Matteo Giovannetti est en relation directe avec la chambre apostolique. Il tient des comptes et c'est à lui qu'on verse directement de l'argent avec lequel il achètera du matériel et il versera les gages. Il a la maîtrise de tout. Comme il perçoit régulièrement de l'argent, c'est un peu le début des salaires. La disparition du prix fait, texte par lequel on passait commande à un artiste, marque bien ce changement. On paye d'abord les artistes par des versements en argent et en général, on utilise comme unité de décompte la journée de travail. Par exemple, à Avignon, au XIVe siècle, les chantres de la chapelle reçoivent 4 sous par jour et les peintres 2 à 8 sous par jour. Puis, petit à petit, on s'avance à des paiements par semaine ou pour plusieurs semaines. Le maître d'œuvre est tout de même contrôlé, évidemment. En 1347, le carnet de Matteo Giovannetti retrace toutes ses dépenses et ce qu'il fait. Mais ça n'empêche en rien, les filouteries et des malversations sont mises à jour. C'est comme ça que Jean Delouvre est accusé d'avoir détourné 4000 livres à la fin des années 1340. Seule l'intervention du pape va le sauver.
Au cours du XVe siècle, le salaire en numéraire se transforme. Le paiement devient mensuel, voire annuel, ce qui évidemment pérennise le lien entre la cour et l'artiste. Les anciennes pratiques ne disparaissent pas immédiatement pour autant. Pendant que les peintres des ducs de Bourgogne, Jean d'Arbois et Jean de Bomès touchent 8 et 6 gros par jour, à Mantoue, Andrea Mantegna touche 180 ducats par an. Et puis même si les artistes ont la même fonction, ils peuvent avoir un salaire très différent selon la qualité et le caractère. Un architecte touche ainsi plus qu'un peintre. Les hommes de lettres sont encore plus payés. Le versement numéraire peut aussi se transformer en versement en nature, comme du vin ou des vêtements. Les artistes peuvent aussi par exemple avoir le droit de s'asseoir à la table du roi. À la cour de Louis XI, Jean Hockeghem, le plus grand musicien du siècle, touchait 180 livres par an, mais aussi une robe et des bénéfices ecclésiastiques. Le logement est aussi très souvent pris en compte par la cour. Les artistes résident dans la demeure princière ou royale. Ils peuvent aussi se faire installer dans une demeure prise en charge par le protecteur. On a tous en tête l'image de Léonard de Vinci au Clos Lucé. Autant dire que l'artiste vivait plutôt confortablement. Les flux financiers sont donc internes à la cour et non plus au marché urbain. On les gère d'une nouvelle façon, ce qui donne une certaine liberté à l'artiste avec un nouveau degré d'initiative. Au XVe siècle, on voit aussi une tendance vers la célébrité qui commence à influer sur les salaires. La question du recrutement se pose forcément, et la première façon et la plus simple de se faire recruter est d'entrer en contact avec un intermédiaire qui met l'artiste en relation avec le prince. Ce sont souvent des artistes déjà installés qui font venir leurs collaborateurs, comme Mantegna ou Léonard de Vinci. Ces intermédiaires font aussi venir des gens qui ont des liens familiaux ou géographiques avec eux. Pierre Saintier, chantre de la chapelle d'Avignon, fait par exemple venir son neveu. Dans ce cadre-là, les hommes de lettres vont construire et déconstruire des réputations. Lorsqu'ils recommandent des artistes, on leur fait confiance. Prenons l'exemple de Platina à Mantoue qui, en 1459, recommande de nombreux artistes florentins. Il se déplace ensuite à Rome et il y introduit le peintre Melozzo da Forlì. Mais le prince lui-même fait la démarche de solliciter un artiste. La fama joue à temps plein, c'est-à-dire la renommée. L'objectif des artistes est donc évidemment de se faire une réputation. Si Pétrarque débarque à Milan, c'est pour sa renommée. Les seigneurs de Padoue l'appellent pour la même raison. Au XVe et XVIe siècle, les papes font appel aux plus grands artistes de leur temps grâce à leur renommée de Fra Angelico à Botticelli en passant par Michel-Ange. Si la renommée d'un artiste n'est pas encore suffisante, ils proposent eux-mêmes leurs services au prince. Et c'est là qu'entre en jeu la dédicace. On ne parle pas d'une petite signature sur une photo prise à la va-vite, mais bien d'une véritable œuvre destinée au prince en espérant engager une relation plus durable. Prenons l'exemple de François Villon, qui séjourne à la cour de Charles d'Orléans entre 1457 et 1458. Il rédige 2 ballades au prince pour revenir à sa cour après l'avoir quitté. On a aussi l'exemple de Léonard de Vinci, qui écrit une lettre de candidature à Ludovic Sforza en 1482. C'est une vraie rivalité entre les villes qui se déclarent pour tenter d'attirer les plus grands artistes. En 1452, par exemple, Ragus confisque les biens de Pietro da Milano qui avait décidé d'aller à la cour de Naples. Fallait pas partir le vilain! Le recrutement peut aussi se faire par concours avec un aspect compétitif qui se développe. En 1451, Leonello d'Este, duc de Ferrare, met en place un concours entre Pisanello et Jacopo Bellini pour réaliser son portrait par exemple. Une fois recruté, l'artiste peut travailler pour différents mécènes en même temps. C'est par exemple le cas de Jean Fouquet, installé à Tours. Il enlumine plusieurs livres pour l'ordre de Saint-Michel en 1469. En 1475, il obtient le titre de peintre du roi et donc réalise plusieurs œuvres, mais pas uniquement de peinture, puisqu'il fait aussi un dé et les patrons de la collégiale Notre-Dame la Riche. Et oui, les artistes ne font pas forcément qu'une seule activité. Notre Jean Fouquet a une clientèle très variée. Travailler à la cour n'est pas un aboutissement, mais c'est une consécration. Et quand on est artiste à la cour, on peut la quitter, mais on ne manque pas de l'indiquer sur son CV. Il y a quand même un domaine où c'est légèrement différent, la musique. Un spécialiste de la musique, polyphonique par exemple, peut circuler de cour en cour, mais ne quitte pas ce milieu. La cour d'Avignon est une plaque tournante des chantres. Les musiciens pontificaux ont une vraie valeur et on se les arrache de la cour d'Aragon à celle de Naples en passant par la Bourgogne. Être artiste en cette fin de Moyen-Âge, c'est donc faire jouer la concurrence entre les cours pour promouvoir son statut social et sa carrière. Statut qui est revalorisé sans aucun doute dans cette période avec la mise en place d'un véritable réseau.
L'artiste n'est plus simple artisan, mais bien officier et familier du prince, ce qui participe sans aucun doute à son enrichissement. Certains artistes sont même anoblis, comme Mantegna et Bellini, qui vont s'acheter un titre de noblesse à l'empereur Frédéric III en 1469. Pour les artistes, c'est un tournant que ce passage du XIVe et XVe siècle, qui s'ouvre sur une période plus vaste et qui participe, il faut bien le dire, à cette renaissance artistique à l'aube du XVIe siècle. Voilà ce que je pouvais dire sur la thématique. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Un pouce bleu, un commentaire, un partage, mais surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous savez à quel point ça me soutient. D'ailleurs, je voulais en profiter pour vous lancer un énorme merci. On a passé la barre des 2000 abonnés. Il y a encore un peu plus d'un an, cette chaîne était un peu laissée à l'abandon et vous m'avez redonné du cœur à l'ouvrage. Alors merci du fond du cœur et en route pour continuer à progresser ensemble. Portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.